Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bientôt les élections du nouveau président et du nouveau rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour succéder aux démissionnaires Vital Kamerhe et Dominique Monongo. L'annonce a été faite à l'issue de la conférence des présidents tenus lundi. Le calendrier sera bientôt publié après concertation avec toutes les forces et groupes politiques de l'Assemblée nationale. Et les activités ont été paralysées lundi au Palais du Peuple. Les agents de l'administration de la Chambre basse du Parlement menacent de déclencher une grève générale. Ils ont encore exprimé leur colère lors d'une assemblée générale tenue au Palais du Peuple. Ces agents exigent la majoration de leurs primes institutionnelles. Ainsi dit mercredi, devant la primature, les agents de l'Office national des transports qui l'organise vont réclamer la résiliation du contrat MCTC et DP World de Matadi, le paiement de sa créance de plus de 205 millions de dollars américains à l'État et l'évaluation de tous les contrats de bail signés par la direction générale pour en évaluer l'impact sur l'avenir de l'ONATRA. Appréciation du franc congolais face au dollar américain. Beaucoup d'abus sont enregistrés dans les milieux d'échangeurs de monnaie et pire encore dans les stations-service. Face à ces mauvaises pratiques, la Banque centrale du Congo durcit les tons. Les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. La Banque centrale annonce même des mesures allant jusqu'à le retrait d'agrément. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Bientôt les élections du nouveau président et du nouveau rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour succéder aux démissionnaires Vital Kamerhe et Dominique Monongo. L'annonce a été faite à l'issue de la conférence des présidents tenue lundi au Palais du Peuple. Un calendrier y afférent sera bientôt publié après concertation avec toutes les forces et tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Le rapporteur Jacques Joly, qui l'affirme, commence par parler de la plénière prévue ce mardi à la Chambre basse du Parlement. D'abord, l'organisation de la prochaine plénière de l'Assemblée nationale qui aura lieu mardi 14 octobre à partir de 11h à la salle de congrès du Palais du Peuple. Deux points sont essentiellement inscrits à l'ordre du jour. Discussion autour de deux initiatives législatives, l'une venant du gouvernement sur un texte de ratification et le deuxième sur les modifications liées à la loi dite foncière, une initiative de notre collègue Augustin Mouloum. Ceux qui attendent l'organisation des élections au niveau de bureau à la suite de la démission d'un certain nombre de membres, il a été entendu que sur cette question, les calendriers y afférent sera publié incessamment après, n'est-ce pas, la concertation avec toutes les forces et les groupes politiques de l'Assemblée. Professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale. Les activités ont été paralysées lundi, toujours à l'Assemblée nationale. Les agents de l'administration de la Chambre basse du Parlement menacent de déclencher une grève générale. Ils ont encore exprimé leur colère lors d'une assemblée générale tenue hier. Ces agents exigent la majoration de leur prime institutionnelle conformément à une décision signée par l'ancien président Vital Kamerhe avant sa démission. Une assemblée nationale actuellement dirigée par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilumbaï. On écoute Joël Kaïj Mouton, président du comité syndical de crise à l'Assemblée nationale. À l'unanimité des votants et des participants, il a été décidé de préaviser d'abord le bureau pour leur mettre en garde parce que d'ici quelques jours, si des solutions ou des pistes de solutions ne sont pas trouvées, nous entamerons une grève générale et illimitée. Concrètement, nous réclamons d'abord une augmentation de notre prime institutionnelle telle que signée par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que cette augmentation a déjà pris effet chez les députés. Et c'est chez les autres catégories que ça tarde. Ça a pris effet depuis la paye du
mois d'août. Donc seuls les députés présentement sont bénéficiaires de cette augmentation. Le seul message, c'est d'abord une mise en garde à ceux qui veulent faire croire qu'il s'agit d'un mouvement politisé. Nous sommes des cadres et agents de l'Assemblée nationale et nous ne réclamons que nos droits. Et d'ailleurs, tous les membres du bureau, à l'unanimité, reconnaissent qu'il s'agit d'un droit légitime. Il n'y a aucune manipulation. Il faut savoir que les statuts de l'agent de l'État fait que nous soyons et resterons apolitiques. C'était bien sûr Joël Kaïj-Mouton, président du comité syndical de crise à l'Assemblée nationale. Et le bureau de l'Assemblée nationale rassure que des solutions aux revendications du personnel administratif sont envisagées. La question a été abordée lors de la conférence des présidents précédée par la réunion du bureau de la Chambre basse du Parlement lundi. Le rapporteur Jacques Joly, qui appelle ses agents au calme, insiste aussi sur l'inviolabilité du siège du Parlement. Cette personnel qui réclame ses droits, et il est important que nous puissions faire le point sur les discussions que nous avons avec ces personnels. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des présidents des groupes parlementaires ont insisté sur l'impératif de sérénité qui doit régner au sein du Palais du Peuple, qui, sur pied de notre règlement intérieur, à l'article 6, est un espace inviolable et qui commande donc l'évitement de toutes les manifestations violentes. La conférence du président a insisté sur le deuxième impératif, celui de continuer le dialogue. Nous voulons rassurer les personnels administratifs que leurs préoccupations sont examinées avec sérieux par le bureau et le gouvernement est ouvert à une solution rationnelle, équitable, qui prend donc en compte les devoirs d'équité et de justice qui doivent régner, n'est-ce pas, au sein de l'institution parlementaire. C'était le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale. Restons encore dans le chapitre des revendications pour parler cette fois-ci de ces sit-ins prévus mercredi devant la primature. Les agents de l'Office national des transports qui l'organisent vont réclamer la résiliation du contrat MCTC et DP World Matadi, le paiement de sa créance de plus de 205 millions de dollars américains à l'État et l'évaluation de tous les contrats de bail signés par la Direction générale pour en évaluer l'impact sur l'avenir de l'ONATRA. Pour Patient Luchimbo, secrétaire général du syndicat national des réformateurs et membre de l'intersyndicale de l'ONATRA qui l'annonce, l'intervention du président de la République dans ces dossiers est plus qu'urgente car, toujours selon lui, cette société est à la merci des hommes politiques. Patient Luchimbo. L'intersyndicale de l'Office national des transports, ONATRA en cycle, prévoit ce mercredi 15 octobre 2025 un sit-in devant la primature en vue de réclamer la résiliation des contrats MCTC et DP World Matadi, le paiement de sa créance sur l'État qui s'élève à plus de 205 millions de dollars, ainsi que l'évaluation de tous les contrats de bail signés par la Direction générale. Comme vous le savez, la valeur de l'ONATRA repose essentiellement sur son patrimoine tant foncier qu'immobilier, donc il est plus qu'impérieux que nous puissions évaluer les 10 contrats en vue d'en dégager l'opportunité et leur impact sur la trésorerie de l'entreprise et sans oublier l'avenir de celle-ci. Et nous en appelons à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions pour prendre une décision salvatrice en faveur tant des travailleurs de l'ONATRA que de l'entreprise, cette grande et stratégique entreprise de l'État qui semble être à la merci des politiciens. Et aussi, nous en appelons à la mobilisation de tous les camarades travailleurs de l'ONATRA en vue de répondre massivement à ce sit-in pour faire entendre leur voix auprès des autorités, principalement à la Première ministre qui recevra notre mémorandum et en définitive à son Excellence Monsieur le Président de la République pour une décision salvatrice. Top Congo FM est à Mbuji-Mayi dans le Grand Kasaï sur la 88.4 FM.
Mais tendu de Félix Tshisekedi au Rwandais Paul Kagame, l'opposition continue à réagir. L'Alliance pour le changement estime qu'il est illusoire de penser résoudre la crise actuelle en tendant la main au président Paul Kagame. Espérer ramener une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo en rejetant un dialogue inclusif entre Congolais. L'Alliance pour le changement, parti politique de l'opposant Jean-Marc Abond, parle des incohérences dans des sorties médiatiques du chef de l'État, notamment lors de sa participation au Global Gateway Forum en Belgique et plus récemment en présence des Congolais de la diaspora à Bruxelles. Pour l'Alliance pour le changement, ces deux sorties médiatiques traduisent la défaillance du régime en place qui ne rassure pas le peuple congolais de sa capacité de récupérer les territoires occupés par le rebelle avec l'appui de l'agresseur rwandais. On écoute Béli Motono Chabou, secrétaire général du parti politique Alliance pour le changement. Au Global Gateway Forum, M. Tshisekedi s'est livré à un exercice de communication creux, humiliant, vantant un prétendu leadership africain alors que la République démocratique du Congo continue de sombrer dans l'insécurité, la corruption, la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics ainsi que l'absence totale des politiques publiques structurées. Ces interventions, loin d'incarner la hauteur d'un chef de l'État soucieux de l'avenir de la nation, relèvent d'un populisme décomplexé mêlé à une série d'affirmations irréalistes, provocatrices et parfois irresponsables qui traduisent une profonde déconnexion d'avec les réalités vécues par les peuples congolais. Il est illusoire de penser résoudre la crise actuelle en tendant la main au président Paul Kagame et espérer ramener une paix pérenne à l'est de la République démocratique du Congo en rejetant un dialogue inclusif entre Congolais. Nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que la République démocratique du Congo n'est ni son bien personnel, ni un terrain de jeu de sa famille politique. Le peuple congolais exige un leadership humble, compétent, visionnaire, rassembleur et non un monologue nourri d'autosatisfaction. Et puis cette main tendue du chef de l'État Félix Tshisekedi au président rwandais Paul Kagame, on en parle encore. Le conseil scientifique de l'IRED et la coordination nationale du courant de la démocratie directe réagit aussi. Il propose la formation d'un État communautaire RDC Rwanda. Dans une déclaration faite lundi, ces structures de la société civile estiment que cette nouvelle dynamique permettra de mettre fin au conflit qui déchire et endeuille la sous-région mais aussi l'Afrique. L'IRED et le CODED exhortent également les deux chefs d'État à assumer leur leadership prophétique en organisant au plus vite des dialogues nationaux inclusifs dans leurs pays respectifs en vue de la mise en place des nouvelles constitutions dites des communautés territoriales. On écoute Viviane Diantamossi, porte-parole du conseil scientifique de l'IRED et coordonnatrice nationale AI du CODED. Réconfortés par leurs déclarations antérieures, allant dans le même sens, les conseils scientifiques de l'IRED et la coordination nationale du CODED pensent que cette volonté de vivre ensemble devrait conduire à court ou moyen terme à la formation de l'État communautaire RDC-Rwanda, prélude à l'État communautaire d'Afrique. Rwandais ou Congolais, nous sommes avant tout citoyens africains. Pourquoi donc nous entretuer à chaque minute qui passe ? Pour ce faire, il est important pour les deux pays de changer les systèmes politiques partisans actuels, des divisions et des conflits en les remplaçant par les systèmes communautaires et territorialistes d'unité et de cohésion. Les conseils scientifiques de l'IRED et la coordination nationale du CODED sont disposés à aller partout où ils seront invités pour expliquer les tenants et les aboutissants de ces nouveaux systèmes. À cet effet, les deux chefs d'État devraient assumer leur leadership prophétique en convoquant au plus vite les dialogues nationaux inclusifs dans leurs pays respectifs pour parler, entre autres, de la mise en place de nouvelles constitutions des communautés territoriales à soumettre au référendum. De cette manière, il sera possible de mettre définitivement fin au conflit qui déchire et endeuille l'Afrique en opposant ses fils et filles entre eux.
Et puis, on va parler de cette réunion entre Joseph Kabila, ancien président de la République, avec certains leaders de l'opposition. Ça sera bien sûr, c'est mardi à Nairobi, au Kenya. Plusieurs médias annoncent la nouvelle. La coalition Lamuka, on dit, ne pas être concernée par cette rencontre. Selon Prince Pengue, porte-parole de la famille politique de Martin Fayulu, Lamuka est concentré à la recherche d'un dialogue entre Congolais pour la paix dans la partie est du pays. On écoute l'opposant Prince Pengue, porte-parole de Lamuka et président de l'ATT Congo. La coalition Lamuka, en cet instant, est totalement concentrée sur les recherches de la solution pour que la guerre cesse. La coalition Lamuka a la mesure du danger qui guette sur le Congo. Donc, vous n'avez pas été invité et vous ne prendrez pas part à cette réunion. Je vous dis, ce que Kabila est en train de faire, c'est lui. Fayulu mène un combat pour le peuple, un combat au nom du peuple, un combat d'abord pour l'instant pour ramener la paix au Congo. Nous reconnaissons à chacun la liberté d'organiser des réunions. Nous, ce n'est pas question d'invitation, non. À l'opposition, on n'invite personne. À l'opposition, c'est une question de conviction, une question de priorité. Nos convictions de priorité, d'abord la paix au Congo, la fin de la guerre, évidemment le dialogue national inclusif. Pour nous, la voie aujourd'hui que tout le monde doit suivre, c'est la voie du dialogue. Et ce qui nous intéresse pour l'instant. À chacun d'organiser ces réunions, nous reconnaissons à chacun la liberté d'organiser des réunions, mais en tout cas pour nous, la solution, c'est le dialogue et nous nous battons pour l'instant pour ce dialogue national inclusif. Prince Pengue, porte-parole de la Lamuka, famille politique de Martin Fayulu. Guerre fratricide des héritiers du fait maréchal Mobutu, le commandant de la garde républicaine, est accusé par une partie des héritiers d'être derrière cette affaire. Accusation que rejette le lieutenant-colonel Gabriel Mutuza Kalinde, assistant du général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine, au sujet de la situation tendue qui sévit depuis quelques jours dans le domaine agro-industriel présidentiel de lancer les Taipen, gardé depuis près de 27 ans par la GR. Pour le lieutenant-colonel Gabriel Mutuza Kalinde, le commandant de la garde républicaine n'est pas propriétaire d'un seul centimètre carré de terre dans cette propriété. Mais ce dernier agit dans le cadre de ses prérogatives et sur ordre du directeur du cabinet du chef de l'État pour garantir la sécurité du site présidentiel de Lancélé en créant une zone tampon entre la résidence du chef de l'État et les futurs occupants du site, bénéficiaires de plusieurs hectares octroyés par l'ancienne ministre des Affaires foncières Akasia Bantubola, arrêté que la garde républicaine et les autorités de Taïpen accusent de contenir plusieurs irrégularités, notamment sur la proximité entre la résidence présidentielle et des concessions des privés, dont celle de la succession Mobutu, ainsi que l'inexistence d'une lettre de cession de Taïpen, comme l'exige la loi, avant la signature de l'arrêté. Pour eux, la superposition d'actes juridiques contradictoires est à ce jour à la base de la recrudescence des conflits fonciers dans ces domaines stratégiques de la République. On écoute à ce sujet les précisions du lieutenant-colonel Gabriel Mutuza Kalinde, assistant du général-major Kabi Kiriza, commandant de la GR, propos recueillis par Myriam Bokesho. Nous voudrions qu'il y ait une zone tampon entre la résidence du président de la République et la partie dans laquelle on a attribué les possessions à des parties. Ça, c'est une dimension qui est un volet purement sécuritaire. C'est ce qui inquiète la garde républicaine. Et la garde républicaine a expliqué au départ cette dimension-là. Deuxième volet, il y a aussi un projet du gouvernement pour construire plus de 7000 maisons pour les militaires canadiens. Parce qu'on a un projet de réhabiliter les Grands Tchadji. Et ces militaires-là, donc ici les familles seront transiter. Ça sera d'abord un cas de transit. Les projets déjà là, l'argent est déjà versé. 30%, le gouvernement a déjà versé cet argent au BCO. Ça, c'est sur les deux volets-là sur lesquels la garde républicaine a déjà présenté quelques irrégularités. Et quant à les réseaux sociaux qui est les commandants de la République, c'est approprié de cet attentat, c'est faux et archi-faux, et que vous pouvez descendre sur le terrain et vous ne verrez aucun centimètre là où là il est affiché concession général-major Kabi Kiriza Ephraim. Jamais. Donc la voie est libre,
peut y aller et aller vérifier. Et même dans l'arrêté, il n'y a pas une concession appartenant au général Sarkozy. L'actualité, c'est aussi cette assemblée générale ordinaire élective au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete, c'est mardi 14 octobre 2025, qui succéderont au bâtonnier Jean-Claude Nobaki et Émile Mouchembe. On en parle avec Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Dans le strict respect de la loi organique, du règlement intérieur cadre de barreau ainsi que l'édition de principes en matière électorale, les avocats des deux barreaux, comme les avocats des autres barreaux à travers la République, qui organisent l'Assemblée générale ordinaire et élective aujourd'hui, vont procéder à l'élection de leur nouveau bâtonnier. À Kinshasa, le barreau de la Kinshasa Gombe commencera son Assemblée générale à 14h et à Matete, l'Assemblée générale commencera vers 9h. Donc, les avocats vont se présenter conformément à la réglementation en matière électorale. Nous allons procéder par l'appel nominal qui, au fait de vérifier les quorums pour siéger. Et à l'issue de vérification du quorum, l'Assemblée générale va commencer selon le programme et l'ordre du jour pour terminer avec l'élection du nouveau bâtonnier. Et si on a le temps, à l'élection de 5 nouveaux membres du Conseil de l'ordre. Si à la Gombe, le bâtonnier vient de terminer son mandat, au barreau de Matete, le bâtonnier en fonction est candidat à sa propre succession. Donc nous pensons que tout va se passer très bien, dans la transparence, selon les instructions des autorités ordinales, selon les orientations données par les différentes décisions, et cela pour le bien-être des avocats. L'élection au barreau, c'est une élection des avocats par les avocats, c'est une élection pour organiser l'éthique et la discipline. C'est une élection pour organiser la vie d'un corps. Et le barreau congolais a besoin de vocation, a besoin des avocats qui se donnent pour ce genre de fonction. Donc c'est un apostolat pratiquement, il n'y a pas un salaire ou quoi que ce soit. Mais nous pensons que tout va se passer très bien. Et le résultat, peut-être nous les aurons tard le soir ou au petit matin, selon que les choses vont aller vite par rapport au premier tour ou au second tour, parce que l'élection de bâtonnier se passe en un seul tour ou en 2 tours. C'était Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Appréciation du franc congolais face au dollar américain. Beaucoup d'abus sont enregistrés dans les milieux d'échangeurs de monnaie et pire encore dans les stations-service. Face à ces mauvaises pratiques, la Banque centrale du Congo durcit les tons. Les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. La Banque centrale annonce des mesures fermes allant jusqu'au retrait d'agrément. La population est appelée à changer la monnaie uniquement dans les maisons d'échange et aux banques commerciales agréées. Détail, Dieu merci Lusaku Mono. Dans un communiqué du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimasi, datant du 13 octobre, l'autorité monétaire constate des mauvaises pratiques des cambistes manuels et des bureaux d'échange tels que la disparité des taux, l'élargissement des spreads entre les cours acheteurs et vendeurs, l'affichage des taux spéculatifs et irréalistes, totalement déconnectés des taux indicatifs de la BCC et interbancaire. La BCC rappelle que ces pratiques violent l'instruction administrative numéro 007, modification numéro 3 de 2023 portant réglementation de l'activité de change manuel en RDC, assurant correctement son rôle de veiller au bon fonctionnement et à la transparence du marché d'échange. La Banque centrale rappelle que les directives administratives de l'instruction précitée interdisent, entre autres, l'affichage des taux à l'extérieur de leur bureau sur place publique. C'est dans ce contexte qu'elle appelle la Corporation des cambistes manuels à respecter scrupuleusement la dite instruction et à s'abstenir de toute mauvaise manipulation ou spéculation du taux d'échange qui perturbe le fonctionnement normal du marché d'échange. Dans la suite de la campagne de vulgarisation de l'instruction sus-évoquée, effectuée en mai 2024 par la Banque centrale du Congo, les services compétents se déploieront davantage en vue de procéder au contrôle sur place, à l'effet de s'assurer de son respect et de suggérer des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément, le cas échéant. La BCC invite par ailleurs la population à s'adresser uniquement aux banques commerciales et aux bureaux d'échange agréés pour toute opération d'achat et ou de vente de devises. La liste de ces bureaux d'échange agréés est disponible sur le site internet de la Banque centrale www.bcc.cd. Dieu merci, Lusaku Mono.
On célèbre ce mercredi 15 octobre la journée internationale de la femme rurale et en prélude à cette journée, l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem sous la houlette de son autorité morale Abdon Etina a choisi de rendre hommage aux femmes maraîchères de Kinshasa. Cet événement organisé par la Ligue de femmes du parti a servi de tribune à ces agricultrices des différentes communes de la capitale pour présenter leurs efforts, des difficultés qu'elles rencontrent mais aussi leurs défis. Isabelle Moengo. Dimanche, le siège de la Possem s'est transformé en un véritable marché où les femmes maraîchères venues des diverses communes de la capitale ont exposé la richesse de leur récolte. Il s'agit notamment des aubergines, tomates, poivrons, piments, pastèques et autres légumes. Nadine Guimana est présidente de la Ligue des femmes de la Possem. Déjà, je dis merci à toutes ces mamans qui nous ont aidés à faire le choix entre la récolte des produits qui sont des engrais et ceux qui sont bio. Comment nous remercions toutes ces mamans et nous les encourageons dans ce qu'elles font. Comment ces filles des bons témoignages, parce que certains d'entre elles nous ont confirmé que grâce à ce qu'elles font, elles sont devenues propriétaires de parcelles. Ce n'est pas une mince affaire ici à Kinshasa, avoir sa propre parcelle, juste avec l'agriculture. Beaucoup de gens négligent cet aspect des choses, mais elles, avec ce qu'elles font, elles en sont vraiment fières. Souvent sous-équipées et dépourvues des moyens adéquats de production, les maraîchères ont unanimement salué cette initiative, un geste qu'elles considèrent comme fort et nécessaire. Merci Mingi. Juste remercier du fond du cœur Papa Abdon et son parti la Possem avoir honoré les mamans maraîchères que nous sommes. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois ce genre d'initiative. Cette activité de la Possem a rassemblé une forte délégation du parti, incluant le secrétaire permanent Paul Lengwa et plusieurs autres cadres influents. Elle a aussi bénéficié d'une dimension nationale avec la participation des présidentes des ligues des femmes venues de la province du Lualaba et celle du Bandundu. Isabelle Moengo. La Fondation Marie-Claire FMC en sigle franchit une étape décisive avec l'inauguration formelle de son centre de développement de la jeunesse. Celui-ci est conçu pour être une plateforme d'échange unique entre les jeunes, les partenaires gouvernementaux et la société civile, avec un accent particulier mis sur les jeunes femmes. Une dynamique majeure s'enclenche également avec le lancement du projet Inuka, en collaboration avec World Child Canada, visant à impulser l'innovation pour une jeunesse plus forte. Écoutons les réactions des figures clés de cet événement, la directrice générale de la FMC, Marie-Claire Mwamini, le président de son conseil d'administration, Dr Delphin Kachelewa, et la marraine de l'événement, la députée nationale, Hermione Bolombe. Ils sont au micro d'Éric Lukoki. Ici au centre, nous encadrons les filles dans l'apprentissage des métiers. La coupe et couture, en esthétique, en alphabétisation surtout, parce que c'est difficile pour quelqu'un d'apprendre la gestion de projet si la langue est difficile. Nous apprenons également la gestion de projet. Il y a le suivi et évaluation, il y a surtout l'entrepreneuriat. Nous avons gagné 2 projets actuellement qui consistent à accompagner les jeunes filles en RDC, spécifiquement à Kinshasa. Entre autres, les filles qui sont en milieu scolaire avec l'Académie de leadership féminin, avec UNFPA et le secrétariat de la jeunesse. Nous avons également gagné notre projet Inuka qui consiste à former les jeunes filles qui ont des projets innovants. Non seulement les jeunes filles, mais aussi les jeunes marginalisés, les handicapés, les minorités sexuelles et des catégories de personnes qui se trouvent en situation précaire. C'est un plaidoyer que nous lançons à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner, pas nous soutenir, nous accompagner. Ils sont les bienvenus. Et ils peuvent le faire même dans l'anonymat. S'ils vont sur les sites de la Fondation Marie-Claire, ils vont trouver faire un don. C'est une option qui est là. Ça va soutenir un jeune, ça va soutenir une fille mère, ça va soutenir une fille désœuvrée à étudier, à reprendre espoir et avoir une seconde chance. Il est temps que les gens comprennent que si aujourd'hui on ne sauve pas la jeunesse, demain on se retrouvera face à un fléau qu'on ne pourra pas arrêter. Voilà pourquoi je suis là pour encourager cette fondation. Voilà pourquoi j'ai donné une enveloppe. Et que cela ne s'arrête pas ici, que cela continue dans toutes les provinces. Dans la province du Maniema, plus de 40 motos neuves ont été remises aux services de sécurité, aux associations de motards et aux entités territoriales décentralisées et déconcentrées. La cérémonie de remise officielle de ces moyens de mobilité a eu lieu lundi à la tribune centrale de Kindu.
31 motos sont destinées aux administrateurs des territoires, chacun en a reçu 4. Et les 3 bourgmestres des communes urbaines de Kindu ont reçu chacun une moto. 10 motos sont destinées aux associations de motards. Selon le gouverneur Moïse Moussa Kabankobi, ces motos doivent servir notamment à lutter contre l'insécurité sur toute l'étendue du Maniema. Ces moyens de mobilité proviennent de la taxe conventionnelle initiée par le gouvernement provincial du Maniema. Il faut noter qu'à l'issue de cette cérémonie, le chef de l'exécutif provincial a rassuré la population que les 5 présumés malfrats présentés par le service de l'ordre seront transférés dans les prisons les plus sécurisées du pays. Il l'a dit en présence aussi de son collègue gouverneur militaire du Nord Kivu en mission officielle à Kindu, le général-major Somo Kalume Evariste. On écoute Moïse Moussa Kabankobi, gouverneur du Maniema. On était habitué à assister à la distribution des motos pour les services de sécurité ainsi que pour les motards dans la ville de Kindu. Mais là, nous venons d'étendre l'expérience au niveau des territoires. Aujourd'hui, nous venons de distribuer 41 motos à raison de 31 motos pour les services de sécurité des territoires, les responsables des services déconcentrés, c'est-à-dire les AT, et les responsables des ETD de la ville de Kindu, c'est-à-dire les bourgmestres. Et un deuxième lot de 10 motos pour les motards dans le cadre des taxes conventionnelles. Plus concrètement, chaque territoire a 4 motos, c'est-à-dire les responsables de l'ANER, les responsables de la police, les responsables de la DGM, ainsi que l'administrateur des territoires. Nous pouvons profiter de l'occasion pour féliciter déjà les services de sécurité de la ville de Kindu parce que la population constate que la sécurité s'est améliorée sensiblement. Avant, on assistait à 10 ou plusieurs cas de viols et de vols par jour, mais aujourd'hui, on passe des semaines entières sans qu'il y ait des cas de vol. Donc, ce que nous attendons des services de sécurité, c'est de consolider cette situation-là, qu'il n'y ait pas de cas de vol, qu'il n'y ait pas de cas de viol, que la population d'Imaniema se sente en sécurité. Prise en charge médicale gratuite des enfants souffrant de pathologies cardiaques. Une campagne gratuite de dépistage et de prise en charge médicale des enfants atteints de maladies cardiaques est organisée par le centre médical Diamant avec le soutien de la fondation Diamant. Selon le docteur Nurin Tadjin, cardiologue pédiatre au sein du centre, cette initiative cible les enfants âgés de 0 à 17 ans. Elle rassure qu'une équipe de médecins spécialisés arrivera prochainement au pays et que les interventions chirurgicales débuteront au centre médical Diamant de Lubumbashi dès le mois de novembre. On l'écoute. Maintenant, au Congo, il y a 39 000 enfants nés chaque année avec quelques malformations congénitales de cœur et on n'a pas les expertises ici pour faire quelque chose. Il y a juste 5 pays qui est capable pour faire chirurgie cardiaque pour les enfants. Je suis dans ce domaine, je suis cardiologue pédiatre, c'est logique pour moi pour vouloir faire quelque chose dans ce domaine et aussi passer les expertises pour les autres médecins. Alors, à peu près combien d'enfants vous comptez recevoir? Normalement, notre but, c'est 15 à 20 à chaque mission. Première mission, on a fait 18, deuxième 16, mais très compliqué cas, troisième 17 et quatrième on a fait 22. So 15 à 20, c'est l'objectif. Y a-t-il des conditions à remplir? Les parents dont les enfants souffrent des pathologies cardiaques? Les conditions changent avec chaque enfant. Comment va s'organiser la prise en charge? On utilise les donations. Fondation Centre Médical Diamant à prendre les prises en charge. Ils donnent une grande donation pour les opérations et aussi Kin Marché à nous supporter beaucoup pour commencer les chirurgies cardiaques pour les enfants. Ce qui m'a fait avec Fondation Zarina. Docteur Tadjin, qui répondait aux questions de Peggy Wabeno, à Kinshasa, la période d'enregistrement des enfants présentant des problèmes cardiaques congénitaux Diamant, situé dans la commune de la Gombe. Nina Ekabani, gestionnaire de la communication du centre médical Diamant, revient sur les détails de cette campagne. Effectivement, les parents peuvent actuellement s'inscrire au centre médical Diamant Gombe pour pouvoir prendre rendez-vous avec le docteur Nourine. Il suffit tout simplement de composer par WhatsApp le plus 243 90 777 77 80. Donc je répète, le plus 243 90 77 77 80. Et donc ils peuvent également nous écrire au
j.k@cmd.cd. Et le docteur Nourine et toute son équipe se fera un réel plaisir d'accueillir les familles qui prendront rendez-vous pour une consultation gratuite pour le diagnostic de dépistage de chirurgie cardiaque. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales restées sans réponse depuis plus de 5 ans. L'intersyndicale de médecins dentistes de la RDC, CIMEDEC, était en sit-in devant le centre financier de Kinshasa, siège du ministère du Budget, reçu par un représentant du ministre du Budget. Les médecins dentistes ont exprimé leur détermination à poursuivre la mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient enfin prises en compte. Pour le CIMEDEC, cette longue attente traduit un sentiment d'exclusion et de marginalisation au sein du corps médical. L'organisation rappelle pourtant que les médecins dentistes jouent un rôle essentiel dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies bucco-dentaires, souvent à l'origine des complications graves lorsqu'elles sont négligées. On écoute le docteur Sylvestre Mutombo, l'un des membres de l'intersyndicale de médecins dentistes au micro de Genovic Mboambaya. Depuis le mois d'avril, le VPM Liao a écrit. Nous avons été au ministère de la Santé au mois de juin, on a écrit. Et il y a une note interne du ministère du Budget qui renseigne que les médecins dentistes devraient déjà toucher cette prime réajustée depuis le T3. Cela n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi? Pour des manœuvres dilatoires. Alors, les dossiers ayant fort avancé, il y a un projet qui a été déposé sur la table du VPM Muzitu pour qu'il puisse signer ces documents-là et décanter la paye des médecins dentistes en paye complémentaire de T4. Chose qui jusqu'à là n'est pas faite. Alors nous voulons à tout prix rencontrer le VPM Muzitu pour qu'il lui-même puisse nous dire ce que les dentistes a fait à cette République pour ne pas mériter une prime de risque digne de son rang. Parce que toute la documentation est là, toutes les justifications sont données. Alors nous tenons à ce que sa signature soit apposée sur ces documents pour que les médecins dentistes quittent la précarité dans laquelle ils vivent en ce moment. Nous avons suivi ces dossiers depuis le début. On a été au cabinet santé, on a été à la fonction publique, le secrétariat général à la santé. Nous sommes arrivés aujourd'hui au budget. Donc c'est ici que la solution doit être trouvée. Il y a tout un projet qui a été déjà élaboré à l'intention du VPM Mouzid. Il ne reste que sa signature pour que nous puissions décanter la situation des médecins dentistes. Et c'est pourquoi on veut à tout prix les voir. Mais tant qu'il ne nous a pas reçus et qu'il n'a rien dit, alors on continue la mobilisation, on attend. Des propos recueillis par Genovic Mboambaya. Les infirmiers d'Inongo dans le Maïndombe en colère, ils réclament 4 mois d'arriérés de salaire et la prime de risque. Dans une déclaration faite à Inongo, le président du syndicat des infirmiers d'Inongo indique que les agents disent non au système de digitalisation que cherche à imposer la banque chargée de leur paye. Marc Ampongo affirme que les agents vivent dans la misère. Il appelle le chef de l'État à s'imprégner de leur situation. On l'écoute au téléphone de Milva Kanyeba. Les professionnels de la santé de Maïndombe, nous déclarons notre paye du mois de septembre et notre prime de risque du mois de juillet, août, septembre, au total 4 mois de l'année 2025. Jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes un pays. Raison pour laquelle nous demandons l'implication totale du chef de l'État, les garants de la nation et au ministre tutelle, c'est le ministre de la Santé nationale. Sur même occasion, nous disons non, non, non au système digital dont les cobanques veulent nous imposer que la paye soit digitalisée. Or, nous, dans la province du Maïndombe, nous n'avons pas de banque commerciale, plutôt à les retirer chez l'individu. Ce qui est vraiment inconcevable et c'est la honte. Et en plus, tous les 8 territoires de la province de Maïndombe ne sont pas couverts par les réseaux. Raison pour laquelle nous demandons l'implication totale du chef de l'État. Nous demandons au directeur de l'Ecobank et aux représentants de l'Ecobank qui est à Kikwiti, nous vous accordons ce temps des heures pour que nous, les gens de la santé, nous soyons payés. Si on ne nous paye pas, nous allons faire de bruit et nous allons faire des actions syndicales. Promotion du tourisme, les sujets à l'ordre du jour à la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme lancée lundi 13 octobre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga par le ministre des tutelles au nom de la première ministre Judith Suminwa. Thème de cette activité, tourisme durable, moteur de la diversification de l'économie. Dans son allocution, le ministre Didier Mazenga a rappelé la détermination du chef de l'État de faire de la RDC une destination touristique au monde. On l'écoute. En prenant la parole à l'occasion des travaux de la semaine congolaise du tourisme qui se tiennent dans ces beaux et somptueux cadres de l'hôtel Caravia, je voudrais au nom de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et au MIEPOP, adresser très respectueusement
affectueusement mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée, celle de faire de la République démocratique du Congo une destination touristique au monde. Permettez-moi de saluer l'engagement et la détermination du gouvernement congolais, conduit par son Excellence Madame Zumino Turuka, première ministre chef du gouvernement, pour son engagement sans faille d'accompagner le secteur du tourisme pour une émergence véritable et réelle. C'était le ministre Didier Mazenga. Et après la cérémonie d'ouverture, le ministre Mazenga, les membres du comité d'organisation, dont les dirigeants de l'Office national de tourisme et les participants sont allés visiter le site historique Patrice Emery Lumumba à Chilatembo, à 52 km de Lubumbashi, où furent assassinés le premier ministre du Congo Kinshasa et ses compagnons de lutte Joseph Okito et Maurice Mbolo. La délégation s'est ensuite rendue à la prison de Simon Kimbangu sur l'avenue Likasi, en plein centre-ville de Lubumbashi. Dans la province de l'Ituri, les travaux de réhabilitation du pont à Bombi sur la route Iga-Barrière, Mungwalu en territoire de Djougou ont débuté lundi 13 octobre 2025. Financés par l'administration militaire, ces travaux sont exécutés par l'entreprise sous les palmiers. Dans le but d'assurer la fluidité du trafic sur cet axe routier long d'environ 80 km, mais aussi connecter la cité minière de Mungwalu à d'autres agglomérations de l'Ituri. On écoute tour à tour l'ingénieur Jules Kalungo, maître d'œuvre de ces travaux et les habitants de cette partie de la province. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre de rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts. Nous disons merci au gouverneur. En tout cas, vraiment, merci sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur ces points. Avec notre gouverneur militaire, progressons vers l'avenir. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal. Mise en onde par Chris Bivola. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.